En 2020 représente 24 133 tonnes, soit 608 kg par habitant. C'est impressionnant. Et puis, on vous dit aussi qu'on a collecté près de 22 tonnes d'amiante, 8 tonnes et demie de coquillages. D'ailleurs, à l'approche des fêtes de fin d'année, il y aura à nouveau une collecte. 322 composteurs qui ont été vendus, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça permet aussi de réduire les déchets dans le bac gris, et puis des actions de sensibilisation qui sont faites, notamment auprès des écoliers. Alors, la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, et ça amènera forcément à des travaux au niveau de la commission déchets de grands lieux communautés, c'est le fait qu'en déchetterie, on a des apports très importants en gravat, déchets verts, notamment de la part des professionnels, et que aujourd'hui, finalement, ce sont les particuliers qui payent quelque part. Et donc, dans les prochains mois et prochaines années, on sera amené à revoir de toute façon le règlement pour trouver un système qui fasse en sorte que les usagers payent pour ce qui est déposé. Alors non pas à la quantité, hein, c'est pas l'objectif, mais de s'assurer quand même que ce qui est déposé par les entreprises soit bien facturé aux entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors que quand je prends le secteur du bâtiment, il n'est pas rare que quand vous faites faire des travaux chez vous, que vous ayez une ligne en bas de votre facture qui indique frais d'enlèvement des déchets. Donc vous le payez, mais parfois la collectivité, elle n'en voit pas la couleur alors qu'elle doit traiter ses déchets. Donc ça, c'est vraiment des axes d'amélioration pour les prochaines années. Voilà. Est-ce que vous souhaitiez sur ce rapport intervenir? Oui, Michel Auré. Oui, parce que quand on regarde effectivement le tonnage, en plus il a beaucoup augmenté les 10 dernières années. Et si on regarde les objectifs régionaux 2025, on est 60% au-dessus aujourd'hui. Donc c'est quand même énorme. Et autant dire que l'effort de réduction va être important. Hein. Mais dans ce rapport également, on ne distingue pas vraiment les tonnages qui pourraient être recyclés et ceux qui ne sont pas aujourd'hui. Et en particulier les déchets verts, on ne sait pas effectivement s'ils sont recyclés ou pas. Et les gravats, vous en parliez aussi. Parce qu'il y a des recyclages possibles, du mâchoire pour les routes, des choses comme ça, enfin pour les déchets verts, mais pour les gravats. Et puis, donc c'est ce qu'on ne voit pas, en quelque sorte, dans ce rapport. Ce serait bien, effectivement, qu'on regarde ce qui peut l'être, et qui ne l'est pas, peut-être aussi, et ce qui l'est. Et puis le recyclage, on en parle, mais quand on regarde effectivement ce que ça peut donner, parce que quand on regarde le retour au niveau de la valorisation des déchets, c'est seulement 77 000 € par rapport à 1,4 million, je crois, de dépenses au niveau d'enlèvement des déchets. Donc c'est pas grand-chose, mais au moins essayer de recycler, hein, ne pas tout mettre on ne sait pas où, c'est quand même, ça permet également de créer des emplois et de réutiliser les matériaux. Mais quand on regarde également un petit peu plus loin, enfin là c'est juste des remarques, mais quand on regarde un peu plus loin, là j'ai une question, parce qu'on dit que 35% en tonnage sont envoyés dans l'installation de stockage. Et je vais poser la question, est-ce que c'est un mot poli pour enfouissement, ou est-ce que réellement stocké? Alors pour répondre à la dernière question, en fait non, il n'y a pas d'enfouissement, puisque les déchets, ou bien ils vont à Arc-en-Ciel pour tout ce qui est bac gris, et puis ça va à Trivalis en Vendée pour tout ce qui est, j'allais dire, recyclage bac jaune, quoi. Voilà. Là où on a un travail à faire, c'est effectivement sur les déchets verts, où aujourd'hui, et on y travaille actuellement, quand je dis on, c'est au niveau de grands lieux communautés, c'est de réfléchir à des valorisations possibles, notamment sur du compostage. Voilà. Parfois, il existe aussi des projets de petits méthaniseurs
où effectivement la matière verte peut être utile, ou aussi des chaufferies. Je sais qu'il y a un certain nombre de producteurs, notamment producteurs maraîchers, qui utilisent j'allais dire les déchets verts. Donc là, on a un travail à faire effectivement pour améliorer la valorisation des déchets verts, mais ça implique peut-être aussi au niveau de la déchetterie de bien différencier les différents déchets verts qui sont déposés. Et puis sur les gravats aussi, mais tout ce travail-là, il va être mené au niveau de Grandlieu Communauté sur l'année 2022, puisque on est en train de faire une étude d'optimisation des déchets et d'essayer de trouver, j'allais dire, toutes les solutions de recyclage ou de réduction de déchets. Que le meilleur déchet, comme le dit souvent le vice-président, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Voilà. Mais pour autant, effectivement, mine de rien, alors même si ce qui est recyclé rapporte pas forcément beaucoup de produits dans le budget général des déchets, par contre, si ça n'était pas recyclé, ça coûterait beaucoup plus cher à la collectivité et donc à l'usager. Donc effectivement, il y a intérêt à recycler ces déchets parce que ça permet, à défaut de baisser la facture, tout au moins de ne pas l'augmenter. Voilà, et puis peut-être profiter de cette occasion pour rappeler à chacune et chacun que quand on paye la redevance incitative, on ne paye pas uniquement l'évacuation de ces déchets dans ces bacs gris et jaunes. La redevance incitative, elle finance les déchetteries, elle finance les pointeries. Enfin voilà, c'est pas uniquement la collecte des ordures ménagères. Des fois, dans l'imaginaire de chacun, c'est ce qu'on pense, mais en réalité, non. Très bien, je vous propose donc de prendre acte. Y a-t-il des objections, des abstentions? Ben écoutez, on peut passer à la délibération suivante. La délibération suivante, il s'agit de vous proposer d'approuver en fait le contrat de relance et de transition écologique qui a été signé entre Grandlieu Communauté, l'État, la région, le département et un certain nombre d'autres partenaires comme la Banque des Territoires ou certaines agences. En fait, ce contrat de relance et de transition écologique, c'est une volonté gouvernementale qui est un contrat qui identifie en fait les grandes ambitions sur le territoire de Grandlieu, parce que c'est par intercommunalité, et donc avec les différents projets qui seront menés par les communes et par l'intercommunalité sur la mandature. Ça ne nous assure pas qu'on aura des financements sur chacun de ces projets, mais par contre ça donne un message à l'ensemble des partenaires, des projets qui vont se dérouler, et donc aussi de nous conseiller sur les subventions qu'on pourrait obtenir sur chacun de ces projets. Donc là, toutes les communes sont signataires, et donc c'est la raison pour laquelle je vous propose que nous approuvions également ce contrat qui, encore une fois, nous assure pas de subvention, mais tout au moins, si nos projets n'y étaient pas, on serait assuré de ne pas en avoir. Pour autant, si on a des projets qui viennent en cours de mandature, on pourra négocier un avenant pour qu'ils soient identifiés quelque part dans ces contrats de relance et de transition écologique. Je ne sais pas si sur ce point, il y avait des demandes de précision. Oui, Michel Auré. Des questions, parce qu'on parle de deux axes stratégiques et cette orientation, mais elles ne sont pas écrites dans la délibération. Et pourtant, elles existent bien, effectivement, dans le CRTE. Et je ne sais pas si ça mériterait peut-être d'être mis là dans la délibération, non? Alors, ça n'avait pas été mis, mais je les ai avec moi. Donc, en fait, dans les axes stratégiques, donc on a deux axes, deux ambitions très fortes, qui sont donc un territoire attractif à l'aménagement équilibré. Donc c'est tout ce qui va être la cohésion sociale, les centralités renforcées. Donc avec des orientations à l'intérieur, donc il y en a trois.
Donc le fait de soutenir les centralités, de les renforcer avec des services aux habitants, travailler sur un dynamisme dynamique, un urbanisme dynamique mais maîtrisé, et puis sur le fait de développer la coopération avec notre métropole. Ça, c'est la première ambition avec quelque part trois orientations à l'intérieur. Et puis vous avez une deuxième ambition qui est un territoire sobre, durable et préservé. Donc c'est tout le volet transition écologique et la transition vers une économie soutenable pour favoriser la diversité des activités économiques, les emplois, l'équilibre durable sur le territoire, avec 4 orientations: préserver le territoire, valoriser son patrimoine, travailler à une économie diversifiée, créatrice d'emplois, et puis s'engager de manière durable et exemplaire. Donc après, je veux dire, dans ces 2 grandes ambitions et ces 7 orientations, on retrouve tous les projets qui sont aussi portés par les communes et qui, s'inscrivent en fait dans ces orientations et dans ces ambitions. Et en sachant qu'il y avait la volonté des communes et de l'intercommunalité, mais il y avait aussi les exigences et les attentes de nos partenaires, qui aussi, pour signer le contrat, nous demandaient d'être engagés dans tel ou tel domaine. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est quand même assez compliqué à dire, et on se demande quelquefois si c'est le tout, parce que c'est un peu un inventaire à la Prévert, on se demande s'il y a un investissement qui pourra échapper au CRTE en quelque sorte. Donc, et pour ceux qui malheureusement ne le seraient pas, est-ce qu'il y aura quand même toujours des subventions possibles? Et est-ce que le CRTE va amener d'autres subventions, ou est-ce qu'il gérera l'ensemble des subventions? Et puis également, quand on regarde la page du soutien financier de l'État, aujourd'hui elle est vierge. Donc c'est un petit peu tout ça qui n'est pas encore trop clair. Est-ce que c'est seulement un organisme qui va essayer de justement de porter le projet pour avoir d'autres subventions, pas que celle du soutien à la reprise? C'est ça un petit peu qu'on a du mal à comprendre. Voilà. Alors, pour répondre à la question, encore une fois, ce n'est pas un organisme, le CRTE. Le CRTE, c'est un contrat. Il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est un contrat entre le territoire et ses partenaires. Et donc, le territoire, ça va être l'intercommunalité et les 9 communes. Les partenaires, c'est État, région, département, et puis les agences de l'eau et autres. Effectivement, ce contrat, il indique ce qui va être porté pour la mandature, tous les projets qui sont projetés par le territoire, et puis effectivement les attentes de nos partenaires. Mais c'est juste de dire que sur le volet financier, il n'y a aucun engagement de nos partenaires. Donc nous, ça ne nous assure pas de subventions, et d'ailleurs, soyons clairs, finalement les subventions qu'on va bénéficier, ou dont on bénéficiera sur les projets, sont celles qui existaient déjà avant le CRTE. Mais par contre, ce contrat, il a le mérite d'indiquer à nos partenaires ce qui va être réalisé, et donc, quelque part, de nous aider à identifier ces projets et à faire en sorte qu'ils bénéficient de subventions de la région, du département, selon les sujets et selon les projets, quoi. Voilà. Mais, et si un projet n'a pas été indiqué dans le contrat de relance et de transition écologique, il y aura des avenants pour intégrer ces projets pour qu'ils puissent bénéficier de soutien. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est peut-être une usine à gaz pour finalement pas avoir l'assurance de financement au bout. Voilà, mais pour autant, si on ne le fait pas, on est assuré de ne pas avoir de financement. Donc au fond, il faut le faire, mais sans nous assurer de ce qu'on pourra percevoir sur chacun de ces projets. Voilà. Je soumets à vos voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Et je cède la parole à Nelly Stéphane.
Donc le contrat local de santé est un outil de contractualisation transverse ayant pour objectif de répondre aux enjeux de santé globaux et de soutenir les dynamiques locales sur un territoire dans le respect des objectifs du projet régional de santé et des compétences fondamentales des collectivités. Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local en assurant à ce niveau la coordination des financeurs, des politiques impactant la santé et des acteurs du territoire. L'ARS Pays de la Loire a retenu 3 thématiques socles qui doivent faire l'objet d'une négociation dans chaque contrat signé. Prévention, promotion de la santé et santé-environnement, accès aux soins et à l'offre de santé, parcours de santé et de vie des personnes fragiles. Le diagnostic de santé partagé a été élaboré à l'échelle du territoire de Grandlieu Communauté. 5 groupes de travail ont été formés et se sont réunis une fois sur cette phase de diagnostic en septembre 2020, regroupant différents acteurs et élus selon les thématiques suivantes: accès aux soins et aux droits, santé des enfants et des jeunes, autonomie, parcours de santé des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, prévention et promotion de la santé, santé environnementale. Des focus groupes habitants ont été rencontrés, 3 groupes réunis en septembre 2020 selon une logique géographique. Ces habitants ont été invités à s'exprimer sur l'offre de santé, les besoins, leurs difficultés, leurs souhaits. Différents entretiens auprès de partenaires institutionnels impliqués par la démarche ont eu lieu en visioconférence de décembre 2020 à janvier 2021. Le diagnostic territorial, les axes prioritaires du projet régional de santé et le travail des groupes ont amené à retenir 4 axes stratégiques pour le contrat local de santé de Grandlieu Communauté. Accessibilité à la santé pour tous, accès à l'offre de soins de premier et second recours, parcours de santé des personnes fragiles, prévention, promotion de la santé. Ces axes se déclinent en 24 actions qui font l'objet du programme d'action du contrat local de santé Grandlieu Communauté, a adopté le projet à l'unanimité lors de sa séance du 28 septembre 2021. Il est donc proposé au conseil municipal de valider le projet de contrat local de santé de Grandlieu Communauté et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document à intervenir dans le cadre de l'exécution de la présente délibération. Merci. Donc, effectivement, la santé, qui n'était pas un domaine de prédilection quelque part de Grandlieu Communauté, puisque ça ne faisait pas partie de ses compétences. Et pour autant, il y a eu une volonté d'y travailler. Et je tiens moi aussi à souligner l'engagement de Nelly Stéphane dans la démarche, de nos professionnels de santé aussi qui y ont participé. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un contrat local avec voilà, des axes clairs et puis des actions qui seront à mettre en œuvre dans les prochaines années. Est-ce que vous souhaitiez des précisions complémentaires sur ce contrat? Oui, Marie-France. C'est juste rajouter l'engagement aussi du clic vibrassonnage à propos du contrat local de santé qui a été très présent sur la partie des personnes fragilisées. Voilà. Très bien. Non, c'est tout à fait juste. Y avait-il d'autres remarques? Nelly Stéphane. Oui, je voulais juste rajouter un petit peu à la même manière que l'a fait Sylvie et Toré tout à l'heure, des remerciements, et particulièrement parce qu'on pourrait remercier de nombreuses personnes. Voilà, on parlait du CLIC, mais vraiment il y a eu de nombreux partenaires dans cette élaboration de contrat local de santé. Particulièrement les habitants à Chevrolin qui ont participé au focus, puisqu'on a été vraiment la commune la plus participative à ces focus habitants. Voilà, donc je voulais remercier les habitants qui ont bien voulu se prêter au jeu de donner leur avis sur la santé sur le territoire. Merci de ces éléments qui nourrissent l'orgueil communal. Voilà, ça fait du bien de temps en temps. Très bien, merci Nelly. Je soumets donc à vos voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie pour cette belle unanimité et puis merci pour le travail de tous. Anaïs, qui va poursuivre
au niveau des délibérations. Convention de refacturation par Grandlieu Communauté à la commune de la Chevrolière des frais de prestation Internet et accès nomade. Dans le cadre de l'optimisation des dépenses de réseau, notamment avec l'installation de la vidéoprotection dans les zones d'activité, la facture Orange a été regroupée afin de bénéficier de tarifs avantageux. Grandlieu Communauté règle aujourd'hui 100% des factures pour le compte des communes concernées. Cependant, une partie de l'abonnement reste utilisée pour les besoins propres des communes. Il est donc nécessaire de procéder au remboursement par convention d'une partie de la dépense Orange. La présente convention a pour objet de fixer les modalités de remboursement par les communes au profit de Grandlieu Communauté, des prestataires Internet et des accès nomades. Chaque année en décembre, Grandlieu Communauté émettra un titre de recette à l'encontre de la commune. Après avis de la commission municipale chargée des finances, réunie le 25 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je soumets à vos voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Donc la délibération suivante, il s'agit d'émettre un avis sur l'abrogation de la DTA, qui est la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire, donc, qui avait été adoptée en 2006, donc, qui commence à être ancienne. Donc l'État a souhaité l'abroger. Comme nous sommes concernés, nous devons émettre un avis. En fait, l'abrogation de la DTA n'aura pas d'impact sur la collectivité, elle ne fera pas disparaître toutes les contraintes de protection de l'environnement de la loi littorale, puisqu'elles sont reprises en fait dans le SCOT, et plus largement dans toutes les lois récentes, donc celle qu'on appelle Élan, la loi sur le ZAN, zéro artificialisation nette des sols, la loi climat et résilience qui a été votée l'été dernier. Et donc, il y a une évaluation environnementale qui a été réalisée qui démontre que, effectivement, il n'y a pas d'impact sur l'environnement inhérent à la suppression de cette disposition. Voilà. Et à partir de là, donc, je vous propose d'émettre un avis favorable à l'abrogation de la DTA et puis de m'autoriser donc à signer tous les actes et prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Est-ce qu'il y avait des interventions? Oui, Michel Auré. Oui, donc il y a eu pas mal d'abandon de grands projets d'État finalement, parce qu'à une époque, effectivement, l'État avait des grands projets. Et puis il y a eu des abandons, il y en a un qui me particulièrement à cœur, c'est celui de Notre-Dame-des-Landes, et celui de l'extension du port, et peut-être également de la même façon. Et en fait, finalement, l'État se désengage un petit peu de tous ces grands projets, qui étaient d'ampleur nationale, parce que l'aéroport, le grand aéroport de l'Ouest était un enjeu national, il fallait 5 grands aéroports en dehors de celui de Paris, et il a été abandonné. Et est-ce qu'il y aura encore des grands projets, et c'est la question qu'on peut se poser, d'ampleur nationale, si les directives d'État, en fait, s'il n'y en a plus, si tout d'un coup ça disparaissait. Donc, je pense que de toute façon tout a été repris, c'est ce qui a été dit, et ce sera plus discutable, c'est ce que j'ai pu comprendre, notamment la loi littorale pour le lac du Grandlieu, parce que je croyais que c'était 100 mètres au-dessus des hautes eaux, et puis finalement on est largement au-dessus de 100 mètres au-dessus des hautes eaux autour du lac de Grandlieu, donc c'est très contraignant pour la Chevrolière. Et on nous dit que ça ne changera rien, c'est vrai, ça ne changera peut-être rien, mais malgré tout, moi j'ai un souvenir, parce que est-ce qu'on demande si ça ne change rien pour nous, c'est peut-être pas la peine. Et pour Notre-Dame-des-Landes, c'est un peu dommage, c'est que moi je rappellerai ce qui était écrit dans le rapport de la médiation, page 11 je crois, comme quoi il fallait garder la maîtrise foncière parce que dans l'avenir on ne sait jamais. Donc je me demande si effectivement ce projet sera repris quand même quelque part. Si effectivement l'aviation, les transports aériens continuent de demander comme ça, ce serait effectivement dommageable pour nous et puis pour pas mal de gens. Et ce serait dommage qu'il ne soit pas. Je dirais que ce serait dommage
que les terres l'emprise foncière qui était réservée dans la zone de Landes, tout d'un coup, effectivement, disparaissent et qu'en fait, on trouve des maisons et puis qu'on puisse faire faire. Voilà. Donc moi, personnellement, je le tiendrai, mais c'est peut-être pas dans l'esprit d'ailleurs de la chose, hein, parce que c'était très bien, effectivement, qu'on les reprenne au niveau un peu plus régional. Mais bon, voilà. C'est un petit coup de cœur. C'est entendu. Non, après, sur la question des projets que pourrait avoir l'État, j'allais dire, c'est pas faire offense à qui que ce soit, mais j'allais dire, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de, j'allais dire, il n'y a plus d'ambition de planification, d'aménagement et de développement du territoire national. Mais encore une fois, quand je dis ça, c'est pas une attaque par rapport au pouvoir en place, enfin, c'est bien antérieur au pouvoir actuel, mais effectivement on ne ressent plus aujourd'hui cette planification telle qu'il pouvait y avoir, telle que je veux dire, on a pu connaître après-guerre ou même au début de la Ve République, quoi. Enfin, voilà, où effectivement vous aviez des chefs d'État comme De Gaulle ou Pompidou, qui avaient des vraies visions, pour le pays et qui se traduisaient dans des quelque part documents cadres. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Je veux dire, on peut le déplorer ou pas, mais enfin, c'est une réalité. Je soumets aux voix donc cette délibération. Donc, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Donc, une abstention. Eh bien, écoutez, on peut poursuivre et je cède la parole à Didier Faucoulanche. Taxe foncière sur les propriétés bâties. Limitation de l'exonération de 2 ans des constructions nouvelles à usage d'habitation. Les dispositions de l'article 1383 du Code général des impôts permettent au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation ou de leur dépendance, des additions de construction à usage d'habitation ou de dépendance, des reconstructions destinées à un usage d'habitation, des conversions de bâtiments ruraux en logements. Dès lors, ces immeubles seront imposables pour la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à la commune dès le 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement. Les dispositions des communes peuvent viser soit tous les immeubles à usage d'habitation, soit uniquement les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus dans les articles L301-1 et L301-6 du Code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés. Après avis de la commission municipale chargée des finances réunie le 25 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements à 40% de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation et de notifier cette décision aux services préfectoraux. Merci. Donc, vous savez qu'on avait déjà passé cette délibération au conseil municipal du 30 septembre dernier, mais en fait, le libellé ou le rédactionnel était insuffisamment complet, dans le sens où, effectivement, on avait, délibéré sur le fait qu'il n'y avait pas d'exonération, mais en fait, le cadre réglementaire, c'était de fixer et de limiter l'exonération. Donc, quelque part, on ne peut pas limiter à moins de 40% de la base imposable, j'allais dire, les nouvelles constructions. Et donc, nous, on n'avait pas apporté cette précision. Donc, ça ne change rien au fond dans ce qui va se pratiquer sur l'année 2022. Et pour autant, les services de la préfecture nous avaient demandé à repasser la délibération pour bien compléter et de dire qu'on limitait l'exonération de 2 ans, mais uniquement sur 40% donc, de la base imposable. Voilà. Est-ce qu'il y avait des prises de parole? Bon, on en avait débattu, hein, de toute façon. Donc je soumets à vos voix. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie et je laisse la parole à Laurent Martin.
décision modificative numéro 3 du budget principal de la commune. Donc le budget primitif 2021 de la commune a été adopté lors de la séance du conseil municipal en date du 25 mars 2021. La modification, la décision modificative numéro 3 du budget communal ne modifie pas la section de fonctionnement, ça intervient uniquement sur la section d'investissement. Et donc la décision modificative numéro 3 du budget donc, est équilibrée en section d'investissement à la somme de 20 520 €. Elle intègre donc les inscriptions que vous avez dans le tableau ci-après. Ce sont principalement donc des jeux d'écriture comptable pour à la fois augmenter certains crédits, à la fois en dépenses et également en recettes. Donc après avis de la commission municipale chargée des finances réunie donc, le 25 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2021 de la commune en adoptant la décision modificative du budget principal de la commune ci-dessus. Merci. Donc effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais vous aviez eu sur table un modificatif de la délibération pour ajouter les 300 € en fait, qui concernent nos actions à Loire-Atlantique Développement. Y a-t-il des interventions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Michel Auré pour la modification de la PCP. Alors, compte tenu de l'évolution de l'opération pour le plan France, il est nécessaire de réévaluer la PCP et de prévoir un ajustement de l'échéancier des dépenses. Il est donc proposé l'échéancier ci-dessous, pour un montant global de 2 575 500 €, en 2018 660 €, en 2019 180 560 €, en 2020 747 905 €, en 2021 1 623 255 €, en 2022 22 150 €. Le montant total des dépenses de la paix est équilibré selon les recettes prévisionnelles suivantes. Donc la DSIL pour 115 000 €, le région fonds école 100 000 €, la CCGF fonds de concours 2018 100 000 €, le CD44 fonds de soutien au territoire 77 250 €, la CAP investissement 420 000 €, le SCTVA 980 750 €, soit un total donc, de recettes prévisionnelles de 2 575 500 €. Donc, proposition après avis de la commission municipale chargée des finances le 25 novembre 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification numéro 3 de l'autorisation de programme AP et la répartition des crédits de paiement CP relative à la réhabilitation et l'extension du pôle enfance, tel que présenté ci-dessus. D'autoriser monsieur le maire à engager les crédits de paiement, les CP, sur cette autorisation de programme AP et à liquider les dépenses dans la limite des crédits de paiement subventionnés. Merci. Des interventions? Non.